Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Plume, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci beaucoup. Je te laisse te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais professionnellement. Alors, je suis Plume, mon vrai prénom c'est Fanny, j'ai 25 ans et aujourd'hui je suis auteure, compositrice, interprète, /enseignante, /intervenante et plein d'autres choses. Et du coup, j'en fais aujourd'hui mon métier depuis très peu de temps. J'ai démarré l'été dernier, donc ça fait 1 an maintenant, et j'en vis aujourd'hui. À quel moment tu t'as pris justement cette décision d'en faire ton métier ? Alors, finalement, comment expliquer ? C'est arrivé un peu tard. J'ai toujours été dans la musique depuis toute petite, mais c'est pas forcément ce que j'ai voulu faire du coup en premier. Enfin, ça avait un lien artistique, mais c'était pas forcément ça. Et c'est que depuis, on va dire, 2018 à peu près, 2017-2018, que j'ai commencé à composer pour la première fois réellement, que je m'en sentais capable. Et j'ai sorti mon premier EP autoproduit, que j'avais produit dans ma chambre chez mes parents à l'époque. Et à partir de là, j'ai voulu faire donc une carrière musicale et tenter ma chance dans le grand bain de la musique. Et plus tard, j'ai décidé de faire une formation donc, d'auteur, compositeur, interprète. Et grâce à cette formation, j'ai commencé à travailler un petit peu après, mais pas du tout là où je pensais. Je voulais faire des prestations en fait en tant que plume, sauf que je me suis retrouvée à devenir professeure, intervenante et à faire tout un tas de choses, à partager en fait la musique plutôt que juste d'en jouer. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui en tout cas. Ça, je pense que du coup on en parlera tout à l'heure parce que c'est super intéressant. Si on reprend, donc tu dis que tu as commencé toute petite, est-ce que tu te rappelles ce qui t'a fait commencer ? Est-ce que tu avais une chanteuse à qui tu voulais ressembler ? Alors oui, ma mère, du coup. Depuis que je suis née, et même avant, c'est-à-dire que ma mère était enceinte de moi, elle continuait à bosser. Et mes parents étaient musiciens-chanteurs, ils avaient un duo qui s'appelait Elisa et Thierry, un orchestre duo. Ils faisaient des soirées, mariages, anniversaires, soirées privées, mairies, enfin peu importe, pour faire danser les gens, surtout d'été dansant. Et visiblement, ma mère s'est jamais arrêtée de chanter ni de danser, même à 9 mois de grossesse. C'était assez impressionnant d'ailleurs à voir. Enfin, moi, j'ai pas vu de mes yeux, mais du coup, j'ai vu des vidéos, donc c'était rigolo. Et en fait, quand je suis née, ça a été assez logique que je reste dans ce domaine-là. Mes parents m'ont jamais forcée. Mais en fait, depuis toute petite, j'ai toujours fait des spectacles. À chaque fois qu'il y avait des invités chez moi, je me cachais derrière un rideau, je faisais une entrée, je préparais un numéro 15 minutes avant. J'adorais ça. Je faisais tout le temps ça. Et quand j'étais petite, du coup, pourquoi j'ai voulu faire un métier artistique ? Quand j'étais petite, mes parents connaissaient une meneuse de revue qui avait un cabaret, alors que c'était à Choisy-au-Bac. Ça s'appelait l'Alison Show. J'adorais cet endroit. Je devais avoir 4-5 ans à cette époque-là. Et c'était un univers de paillettes, de plumes, de transformation, de maquillage. Et moi, j'étais happée par cet univers. C'était vraiment incroyable d'être là-dedans. Et c'était ma famille, en fait. C'était des amis, mais c'était ma famille. Et la meneuse de revue en question, à chaque finale, elle essayait de me faire monter sur scène. Elle me mettait une gabrielle sur le dos. Une gabrielle, c'est un truc avec des plumes, là, immense. Et je dansais. Et en fait, le tout premier métier que j'ai voulu faire, en tout cas, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était meneuse de revue. Alors, c'est pas allé beaucoup plus loin, hein. J'ai dû changer d'avis peut-être 2 ans après, quoi. Mais en tout cas, c'était mon métier rêvé à ce moment-là. Et mes parents, des fois, faisaient des prestations là-bas. Donc, en fait, j'ai toujours été dedans, à fond. Voilà. Et ensuite, t'as commencé à jouer aussi des instruments pour t'accompagner ? Alors, là, ça a été plus tard. Alors que j'essaye de me souvenir. J'ai fait du piano, je crois, vers l'âge de 8, 9, 10 ans. Voilà, je fais une grosse fourchette parce que je me souviens plus trop. J'étais dans une école de musique. J'ai fait aussi une année de solfège que j'ai détestée, mais clairement détestée. Et du coup, la 2e année, la prof, elle m'a dit « Ne la fais pas, c'est pas la peine ». Et j'ai continué le piano et j'aurais aucun souvenir de mes cours. Je me souviens de mon prof parce que c'était un hurlu-berlu total. Mais mes cours, pas du tout. Et en fait, je me souviens avoir fait du piano dans ma chambre comme ça, sans savoir si je faisais des accords, enfin juste je pianotais comme les enfants font aujourd'hui un peu au hasard. Je pense que peut-être ça a développé mon oreille musicale d'une certaine manière, mais en tout cas je ne me rendais pas compte à l'époque.
Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que cette histoire d'instrument, la première fois que j'ai fait d'un instrument, c'était de la guitare. Et d'ailleurs, j'ai l'impression en fait qu'on m'a offert la musique sur un plateau ce jour-là. Et c'est d'ailleurs là que j'ai commencé à faire beaucoup plus de musique, à faire de l'instrument et tout. Je sais plus quel âge j'avais, pareil, ça devait être dans les 10-11 ans. C'était une tournée qui s'appelait H tendre et tête de bois. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. J'en ai déjà entendu parler. C'est une tournée des vieux chanteurs des années 70, même 60 je crois, parfois, 70, 80. Enfin voilà, tout ce beau monde-là. Et en fait, on a un ami qui fait partie de ce monde-là, qui s'appelle Jean-François Michael, qui a fait une vieille chanson qui s'appelle Adieu Jolie Candy. Je sais pas si ça te parle, pareil, ça a été un tube dans les années 70-80. Et donc on le connaissait bien, donc il nous a invités à aller voir au Palais des Congrès de Paris le spectacle. Alors à l'époque j'habitais encore du coup dans l'Oise. Quand j'y suis allée, à chaque fois que j'y allais, je m'en foutais un peu du spectacle, j'allais pas le voir. Et j'étais dans les coulisses avec sa fille, enfin on faisait des bêtises, enfin bref. Et le dernier soir, j'ai quand même dit à ma copine, je fais attends, je veux regarder quand même le spectacle et tout. Donc j'y vais et c'était une salle, je sais plus combien il y avait de personnes, mais ça se comptait en milliers, donc il y avait énormément de spectateurs. Et il y avait un vieux chanteur que je connaissais pas qui s'appelle Daniel Gérard, qui à un moment invite le public à venir devant la scène, au sol. Enfin, t'as compris. Et du coup, je m'y suis rendue parce que j'étais pumped up dans la soirée. C'était rigolo, quoi. J'étais à fond. Et il avait une toute petite guitare bleue, mais vraiment, on aurait cru une guitare d'enfant. Hein. Et il jouait dessus, enfin, il faisait semblant de jouer dessus finalement. Et à un moment, il tend la guitare dans le public pour la donner à quelqu'un. Et en fait, c'était à moi. Donc c'était assez improbable parce qu'il y avait quand même des centaines de personnes autour de moi. Et en fait, je me souviens de la scène parfaitement. J'ai l'impression que je revois la lumière et tout. Cette guitare bleue, la pétante, super moche. Mais j'étais trop contente de l'avoir. Il y avait donc sa signature. Il y avait un autographe dessus. J'ai eu cette guitare dans les mains. Je savais pas faire d'instrument, hein, pas du tout. Et je suis retournée voir mon père qui était dans les coulisses. Je dis papa, regarde, j'ai une guitare. Trop bien, je suis trop contente et tout. Donc on rentre chez moi. Et je demande à mon père, je fais s'il te plaît, apprends-moi un truc, il connaissait rien à part les jeux interdits, le premier truc qu'on joue à peu près à la guitare. Il me montre comment lire une tablature avec des numéros et tout. Et je me mets à faire la chanson et je m'enferme 2-3 heures dans ma chambre. Et à chaque fois, je redescendais toutes les 15 minutes pour dire regarde où j'en suis, regarde où j'en suis. Et je montrais l'avancée alors qu'il y avait une note de plus. Hein. Et je montrais l'avancée à mon père et encore aujourd'hui, il me dit qu'il était bluffé parce que j'avais appris la chanson le soir même. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre la guitare sur YouTube en regardant comment on fait, à lire des tablatures, construire des accords, enfin... Mais sans connaître le solfège, pour le coup, en fait, j'ai juste suivi ce que je voyais sur un écran et je me suis enfermée dans ma chambre à faire ça. Et pendant très longtemps, j'ai joué que de la guitare. Après, j'ai commencé à chanter. Pas très bien, pas très bien du tout même. Alors, je chantais déjà à l'époque, hein, depuis toute petite. Mon père, il m'enregistrait dans son studio et tout, mais les premières fois que je me suis accompagnée à la guitare, bon, ça devait être... c'était quoi comme chanson? Je sais pas, je sais même plus ce que c'était. C'était plus à ma période collège, donc c'était style My Chemical Romance, un peu du punk rock, mais je faisais que les chansons tristes et douces parce que je savais pas faire des trucs énervés. Et donc voilà, ça c'est mes premiers instants avec les instruments. Donc après j'ai commencé à reprendre un peu le piano, à apprendre juste des accords plaqués, mais c'était pas fameux. D'ailleurs jusqu'à l'année dernière c'était comme ça que je faisais du piano. Et à 16 ans j'ai acheté un ukulélé, enfin j'ai demandé à avoir un ukulélé pour mes 16 ans justement. Et que j'ai eu et que j'ai appris du coup dans la foulée. Pareil, le jour même, j'étais à fond, j'avais déjà préparé, même avant d'avoir le ukulélé, j'avais déjà tout préparé pour l'apprendre. Donc j'étais à fond les ballons, quoi. Ah ouais, Voilà. C'est génial. Et après, du coup, tu passes à la composition. Et là, comment se passe le mood pour passer justement Pour passer à la composition. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est un peu complexe. En fait, déjà quand j'étais au collège, j'ai retrouvé hier, j'avais carrément oublié, des compositions que j'avais fait, mais qui étaient... tellement triste, mais vraiment c'était ado déprimé quoi. Donc j'avais déjà oublié cette période-là, mais j'avais commencé visiblement à composer. Donc c'était des accords assez basiques. Et depuis, plus rien. Vraiment plus rien du tout. J'ai fait quelques reprises, j'avais commencé à faire une chaîne YouTube vaguement. Puis j'ai arrêté la musique pendant un certain temps parce que je me trouvais nulle, j'avais pas la sensation d'avancer, j'avais l'impression d'avoir même un problème physique au niveau de la gorge. Donc j'ai carrément fait une descente en mode stop la musique quoi. Et je vivais avec quelqu'un sur Aix-en-Provence du coup, puisque mes parents, après j'ai déménagé dans le sud vers mes 15 ans je crois. Et donc après quand j'ai fini, que j'ai passé mon bac et tout ça, je suis partie vivre avec mon copain de l'époque
à Aix-en-Provence, dans mon appart. Et donc, je commençais à refaire de la musique vers la fin de ma relation avec lui, mais pas tant que ça. Et en fait, grosse histoire dans ma vie, il y a eu une rupture. C'est quelqu'un avec qui je suis restée très très longtemps. Mais du coup, c'est quelqu'un que je connaissais depuis, mais je venais à peine d'avoir 15 ans quand je m'étais mise en couple avec cette personne. Et donc, on s'est séparés 6-7 ans après, quelque chose comme ça. Donc, c'était une grosse relation. Et donc, je connaissais pas grand monde de plus que mon copain et ses copains, en gros. Et quand on s'est séparés, j'ai voulu faire d'autres choses. Donc, j'ai quitté l'appartement, je suis retournée vivre chez mes parents. Enfin, ça a été vraiment une période assez compliquée. Enfin, assez bousculée, on va dire, plutôt, parce que ça allait quand même, mais je faisais en sorte que ça aille, en tout cas. Et j'ai rencontré des gens exceptionnels sur Paris, justement. Des amis de ma famille, d'un de mes cousins qui habitait dans le coin. Et je suis remontée juste une semaine comme ça. Et en fait, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui vivent avec le vent. J'avais l'impression vraiment que c'était ça. Des gens libres, des musiciens extraordinaires. Et c'était la première fois que j'ai eu des musiciens qui partageaient réellement. Que c'était pas juste regarde, je sais faire ça, toi tu sais faire quoi. Non, c'était vraiment ah mais viens jouer avec moi, ah tu sais faire que de la flûte, on s'en fout. C'était génial. Franchement, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté durant cette semaine-là. J'ai passé mes meilleurs moments, concrètement. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont tellement inspirée que quand je suis rentrée chez moi, j'ai écrit un EP. En gros. Donc j'ai écrit 4 titres qui font un peu levier entre ma rupture et les nouvelles rencontres. Donc évidemment, je parle énormément d'amour, hein. C'est un petit peu ma base, mais bon. Et j'ai du coup composé cette EP donc chez mes parents. Donc c'était une époque un peu compliquée. J'étais plus vraiment chez moi. Pourtant, j'avais été seule pendant un certain temps, indépendante. Et donc en fait, cette EP, je l'ai composée littéralement sur mon lit parce que ma chambre n'était plus ma chambre. C'était devenu le bureau de mon père. Donc j'avais plus de bureau. Enfin, du coup, j'ai composé littéralement cette EP sur mon lit. Mon père m'a montré vite fait les rudiments de la MAO que j'ai voulu absolument connaître. En tout cas, je n'en connais pas au point de faire de la prod musicale à fond, mais mon père m'a montré ça et j'ai réussi du coup à autoproduire ce truc-là. Je me suis enfermée, j'étais à fond dans mon truc. Je me souviens, je vivais une période artistique très développée. Je faisais de la peinture, je faisais du dessin, je faisais de la chanson, je faisais de la photo, je faisais de tout ce qui pouvait m'animer en fait à cette époque-là. Et ça a créé en fait cette chose-là. C'est ce petit bébé que j'ai sorti donc en 2018 qui s'appelle Les Oiseaux Nocturnes. Voilà. Et aujourd'hui, tu continues à composer pour éventuellement ressortir après un EP ou un album, ou tu fais une pause là-dedans? Alors, c'est un espoir perpétuel, mais en fait, si tu veux, j'ai continué de composer après. J'ai eu une période où je suis donc montée sur Paris, qui a été compliquée parce que j'ai décidé de partir sur Paris sur un coup de tête, parce que j'avais raté une école de... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié. D'animatrice en village vacances pour adultes et enfants. Donc j'avais démarré une formation qui ne me plaisait pas du tout. C'était l'époque où j'avais commencé à écrire en fait. Et arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'avais pas le temps pour faire de la musique et ça m'a déprimée au point d'en pleurer, d'appeler ma mère en disant maman viens me chercher, je peux pas rester ici, il faut que je fasse de la musique. Elle est venue me récupérer, je rentre donc chez mes parents et je pète un câble, je dis à ma mère je vais prendre un billet de train pour Paris et je vais essayer de rester là-bas. Ma mère, qui ne m'a pas cru du tout, elle m'a dit « Vas-y, ok ». Donc j'ai pris ma valise, ma guitare, mon ukulélé. Et j'arrive sur Paris, je cherche du travail. Évidemment, tout le monde se dit que je vais rentrer très rapidement. Je trouve un travail le lendemain, je commence le surlendemain. Donc je suis restée, on m'a hébergée dans un 17 mètres carrés. En fait, j'étais avec un couple d'ailleurs, sous un bureau. Et donc du coup, ça a été un petit peu compliqué cette phase de... Je pouvais pas composer, donc je composais pas plus que ça, mais j'avais des idées, beaucoup d'idées, vraiment. Et je sais plus où je voulais en venir avec tout ça. C'était quoi la question initiale ? Attends, j'essaie de la retrouver. La composition, est-ce que je continue aujourd'hui ? Ouais. Bah, du coup, à mon arrivée sur Paris, j'ai continué de composer, mais je me sentais un petit peu bloquée. En fait, j'avais déjà un EP en préparation, qui était moins qualitatif en termes sonores. Je sais pas pourquoi, mon matériel, ça fonctionnait pas, la MAO était pas bonne. Et quand on sort un deuxième EP, il faut qu'il soit
pareil ou meilleur que le premier en tout cas. Et donc je me sentais pas, donc je l'ai laissé de côté ce projet, et donc j'ai continué à travailler dans la vente sur Paris. Et un jour j'ai pété un plomb, pareil, je dis allez, c'est la fin de mon CDD, je me casse, je vais faire une formation. Donc, je cherche une formation, je devais rentrer dans cette formation, finalement j'y suis pas rentrée, donc ça a pris un peu plus de temps. Et là je trouve la formation à la Manufacture Chanson d'auteur, compositeur, interprète qui dure 9 mois. Et je me dis, ça va m'aider à composer, ça va m'aider à savoir qui je suis en tant que déjà que Fanny, de base, pour être encore mieux en tant que Plume, pour savoir comment je peux mixer ces deux personnes-là plutôt que de les dissocier. Et en fait, j'ai appris tellement là-bas, mais vraiment, j'ai eu des cours exceptionnels de scène, de voix, de piano. Et du coup, grâce à tout ça, aujourd'hui j'en ai fait d'ailleurs mon instrument principal, je fais du piano. J'ai eu une énorme évolution en peu de temps parce que j'étais à fond. J'ai découvert des choses sur moi, sur mes capacités vocales, mes capacités même techniques, les choses à apprendre aussi, certaines choses. Du coup, j'ai eu comme une explosion, comme un Big Bang en fait dans mon corps, en mode waouh, oui, je peux faire tout ça, c'est trop cool. Et donc, du coup, à l'issue de ça, j'ai composé beaucoup plus, même pendant l'année, du coup, parce que c'était un peu le but de la formation, c'était de sortir des choses pendant l'année. Et à l'issue de cette formation aussi. Et à l'issue de cette formation, par un pur hasard, j'ai rencontré Jim Bauer aussi, qui en ce moment m'aide justement sur ce projet d'EP que je voulais sortir il y a un moment, qui allait pas, moi en termes de MAO j'étais vraiment pas bonne, alors que lui c'est carrément sa came. Et donc du coup on est en train de travailler ensemble sur ce projet là. Pour l'instant il n'y a rien de précis en tête, mais voilà, donc et d'ailleurs je suis super contente de bosser avec lui parce que ça me permet d'avoir un autre rapport à ma musique, d'un autre regard, de voir aussi de quoi je peux être capable et ce qui peut sortir de moi, ce que je pensais pas du tout. Donc ça me permet de toutes ces choses là en fait. Ah ouais. Et là, comment ça se passe? Du coup, il fait les prods et tu fais les textes? En fait, j'avais déjà ces chansons qui étaient prêtes. C'était donc, je crois que j'avais fait 6 chansons. Ouais, c'est ça. 6 chansons pour un EP que je voulais, un EP éponyme, donc l'appeler Plume. Bon, pour l'instant, c'est encore en termes de projet, donc il n'y a rien de sûr. Et je lui ai fait écouter. Et en fait, à la base, je voulais juste réenregistrer chez lui pour avoir une meilleure qualité sonore. Mais finalement, on s'est retrouvés assez naturellement à travailler ensemble. Donc, c'est mes compos. Donc les arrangements, les accords et les textes, c'est les miens. Et lui, en fait, il réarrange l'univers, tout ce qui est autour, en ajoutant aussi quelquefois des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Voilà. Et ça m'aide énormément. Et j'ai l'impression, c'est que ça me fait avancer beaucoup. Même en termes de composition, dans ma tête, ça me fait pas mal avancer. Ah ouais, c'est trop chouette. Puis ça te nourrit de créer quelque chose. Complètement. Et pourquoi tu as fait ce choix de pas prendre ton vrai nom, mais de prendre un nom d'artiste? En fait, mon nom d'artiste, pareil, c'est un peu complexe. À l'époque où j'ai commencé à avoir une vague idée de « Ah, j'aimerais bien en faire, pas mon métier, mais en tout cas peut-être une carrière, ou j'en sais rien, ou même une page YouTube, peu importe. » Donc là, je devais avoir 20 ans, 19, 20 ans. Et je chantais majoritairement en anglais. Donc du coup, je voulais m'appeler Feather. Donc même moi, je le prononce pas super bien. Et je me suis dit, personne va y arriver, quoi. Parce que ça s'écrit tellement bizarrement aussi. Donc ça veut dire plume, hein, du coup. Au début, je me suis appelée comme ça très longtemps. Et la toute première chanson que j'ai composée était en anglais. Parce que je me suis dit que je voulais écrire en anglais. Parce que je me suis dit, je veux que ça touche le monde entier. Je veux devenir une superstar. Enfin bref. Du coup, j'écrivais en anglais. Sauf que je me suis vite rendu compte que j'étais très limitée. Et à partir de la deuxième chanson que j'ai voulu écrire en anglais, c'était trou noir total. Ou alors je disais exactement les mêmes choses. Ou alors je faisais des fautes partout. De toute façon, c'était pas bon. Donc j'avais une première compo en anglais. J'avais mis mon nom de scène en tant que Feather, et du coup je me suis dit non, en fait le français c'est génial, et toutes mes influences, c'est quand même énormément de chanteurs de chansons françaises assez datés aujourd'hui, mais c'est mes influences. Et pour moi le texte, j'ai compris par la suite qu'il y avait une importance mais phénoménale pour moi, donc j'ai balayé l'anglais, je me suis dit je vais écrire en français. Bon, j'écris une chanson en anglais à peu près tous les ans, en plus au cas où, comme ça me fait vient toujours comme plaisir. ça. Mais voilà, en fait je réfléchis plus en anglais, c'est-à-dire que j'ai un truc qui me vient, ça vient. Mais j'écris en français aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi pas Fanny je sais pas. Quand j'étais petite, j'aimais pas du tout mon prénom. Et je sais pas, j'avais envie que ça retranscrive ce que je peux donner avec ma voix et avec mes textes. La plume, ça regroupe plusieurs choses. Ça regroupe la douceur, ça regroupe l'écriture.
parfois la force aussi, parce que quand on voit une plume voler dans le vent, ça peut aller très vite. Enfin, voilà, ça, pour moi, ça représente ma musique, en tout cas. Oui, c'était logique, tu t'es même pas posé la question J'ai de jamais eu garder ou d'autres pas, quoi. idées. C'est le premier truc qui m'est venu. J'ai pas eu d'autres noms avant, parce que ça peut arriver, on peut avoir plusieurs noms et se dire, ah, je vais encore changer. Mais non, enfin, je suis juste passée de l'anglais au français, quoi. Mais de base, c'est le premier truc. Puis du coup, ça te permet aussi, en effet, comme tu disais tout à l'heure, que tu faisais d'un côté des cours et de l'autre tes compos, ça te permet aussi de dissocier les deux, hein, ça. Oui, mais en fait, même pas tant que ça. C'est vrai que je me présente même souvent sous le nom de Plume en tant que prof. Donc, ça dépend, en fait. Il n'y a pas... comment expliquer? Finalement, il n'y a pas de dissociation. Des fois, on me dit, ah, tu préfères que je t'appelle Fanny ou Plume? Je dis, bah, comme tu veux, parce que pour moi, c'est quand même à peu près les mêmes personnes. Voilà. En tout cas, dans le fond. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans ces cours, dans cette école d'éveil musical? Comment ça s'est venu? Alors, je fais pas que de l'éveil musical, du coup. Je fais plein de choses qui me sont tombées dessus comme ça, parce que, comme je te disais, en sortant de l'école, mon but, c'était de faire des cachets, des soirées, des prestats, me vendre en tant qu'artiste, en tant que Plume, faire des concerts. Sauf que j'ai remarqué que c'était une sacrée difficulté de se vendre déjà en tant qu'artiste féminine seule, de se déplacer avec du matériel, de se donner un prix aussi. L'organisation de se faire payer au cachet aussi, c'est compliqué. Enfin bref, tout ça réuni, voilà, c'est beaucoup de choses. Et en fait, je suis sortie donc de cette école, la Manufacture Chanson, qui, pendant la fin de l'année, a commencé déjà à me proposer des projets, notamment l'écriture de chansons en EHPAD, donc avec des personnes âgées. Ce que j'ai fait et ce que j'ai adoré. Donc on a écrit une chanson avec eux sur leur lieu de vie. Donc déjà, premier pas en tant qu'intervenante musicale, c'était pas prévu. J'ai dit oui, je vais le faire, je sais faire. Bon, ok, on y va, c'est parti. Et en fait, ça a super bien marché. Des fois, c'est pas facile parce qu'on est face aussi à des gens qui ont plus ou moins du mal à participer. Il faut savoir s'adapter énormément au public. C'est un perpétuel... J'ai pas envie de dire stress, mais... on est tout le temps un peu en tension parce que faut tous les jours, même les mêmes enfants, si on les a toutes les semaines, ils vont pas être pareils. Donc, par exemple, pareil pour les personnes âgées. Donc, du coup, j'ai fait ça avec la Manufacture Chanson. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ils m'ont engagée du coup pour faire des cours de chant aussi sur place, notamment à des jeunes lycéens. Je fais aussi des cours de chant à domicile chez moi. Il y a des gens qui viennent à la maison pour ça. Je me déplace aussi chez certaines personnes via une plateforme de professeurs de musique à domicile. J'ai fait de l'éveil musical effectivement tous les samedis matins avec des tout petits de 3 ans. J'adore aussi faire ça. J'ai une association tous les mercredis aussi avec qui je fais des cours de musique, d'écriture. J'emmène tout mon matériel, je les enregistre comme dans un studio. Donc en fait, ils sont à fond et ils adorent ça. Et là, récemment, je donne des cours de chant à des rappeurs. J'aurais jamais pensé ça, surtout que quand on écoute ma musique, ça n'a rien à voir. Mais en fait, je me rends compte que toutes ces activités, mis bout à bout, j'apprends en fait. Tous les jours, j'apprends des gens que je vois, même des choses que je dis. Des fois, je me trompe, et ben je me rattrape. Et en fait, c'est un perpétuel travail sur soi et sur les autres. Et là, je me rends compte que du coup, ma mission, c'est de partager, de donner envie. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est super riche parce que tu travailles avec des gens tellement différents, enfin des très petits enfants, des personnes en EHPAD, des rappeurs, enfin c'est quand même fou quoi. Et donc toi tu recommandes du coup cette école de musique là, c'est elle qui t'a ouvert les portes? La Manufacture Chanson, oui. Alors c'est vrai que ça paye pas de mine comme ça. Je me souviens quand je suis arrivée, c'est une salle pleine de posters, tout est haut en couleur. Bon là ils ont repeint, mais et en fait on se demande un peu où est-ce qu'on a atterri, c'est vrai. Hein. Et en fait tous les intervenants sont tellement humains. Et moi, j'avais un peu peur de ça parce que dans la musique, souvent, on place beaucoup la théorie, pas au centre, mais on donne une très grande importance. Et moi, c'est quelque chose qui me fait flipper, clairement. Et là-bas, en fait, évidemment, on passait par la théorie, mais d'abord par qui on était, comment on se sentait, même au jour le jour. On en a eu des crises de larmes là-bas avec mes collègues et des crises de rire aussi, du stress, de la joie. Et en fait... c'est tellement formateur, j'ai l'impression d'avoir fait un bond en avant énorme en peu de temps, vraiment. Et ça, c'est grâce aux gens qui sont là-bas parce qu'il y a une bienveillance incroyable. Les collègues sur qui je suis tombée, avec qui j'ai fait la formation, ils ont été exceptionnels. On s'est tous portés vers le haut, en fait, et
j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner après. Mais bon, ça aurait pas été pareil, c'était pas les mêmes personnes que j'allais avoir avec moi. Enfin, j'avais envie que ça dure plus longtemps. Et en même temps, c'était pas plus mal que ça dure ce temps-là, parce qu'après, faut y aller, faut se lancer. Et c'est le plus dur. Oui, parce qu'après, c'est ça, c'est réussir à te dire que maintenant, tu peux le faire toute seule. Ça, c'est quand même compliqué. C'est ça, et puis c'est surtout que ce métier-là, il est tellement aléatoire, pas positivement, hein, mais... Et parfois, c'est difficile, mais qu'il faut s'accrocher, en fait. On a vite fait de... Si on n'a pas chanté les 3 mois qui suivent la formation, de se dire, bon, bah, je vais reprendre un CDI en tant que vendeuse, et puis c'est fini, et puis je m'y remettrai plus tard. Sauf qu'après, c'est un cercle vicieux, et puis on n'en sort plus. Donc là, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai pris des risques que je reprendrai volontiers, parce que au tout début, je gagnais pas assez ma vie pour en vivre... Enfin, pour vivre que de ça, ou alors avec difficulté. Mais aujourd'hui, je regrette pas. Vraiment pas. Mais il y a des moments quand même où tu as hésité justement à arrêter, où tu savais que c'était vraiment ça. Oui, enfin, hésiter à arrêter, je sais pas, parce qu'au fond de moi, j'ai tellement envie de le faire. Hésiter à arrêter, je pense que même encore aujourd'hui, des fois, je me dis, oh là là, je vais aller reprendre un CDI, comme ça, j'ai un contrat et c'est fini, parce que là, j'ai 7 employeurs différents, enfin, ça va dans tous les sens, faut être acharné, et faut être concentré, en fait, dans son travail. Et des fois, ça fait peur. Des fois, on se dit aussi, est-ce que je vais être capable de faire ci? Est-ce que je vais être capable de faire ça? Quand on me propose une nouvelle mission, une nouvelle intervention, chaque fois, j'ai l'impression que je recommence et que je me dis, alors, est-ce que je vais réussir cette fois? Enfin, voilà, est-ce que je vais être légitime? Est-ce que je vais y arriver? On se pose tout un tas de questions. Et puis, en fait, quand on le fait, bah, c'est un pur bonheur. Et en fait, on se rend compte que, ah là là, oui, ça marche. J'en suis capable. Et c'est la meilleure des sensations. J'en suis capable et en plus, je vois en face de moi que c'est apprécié. Apprécié et comment expliquer? Je vois que ça porte ses fruits, quoi. Quand je vois que t'es recommandé après pour faire autre chose. Bah, c'est ça. Ça fonctionne. Quand on se donne les moyens, ça fonctionne. Ouais. C'est une belle phrase, ça. Ouais, c'est vrai. C'est quoi pour toi la plus grande richesse du métier de musicien? Ça dépend dans quel contexte, je dirais. Par exemple, dans le contexte d'intervenant, comme le mien, c'est de partager et de me dire peut-être que cette petite fille-là que j'avais ce matin en cours d'éveil musical, dans 20 ans, elle dira j'avais une prof quand j'avais 5 ans, enfin si elle s'en souvient, qui m'a trop donné envie de faire de la guitare, ou peu importe, j'en sais rien. Ou les petits que j'ai, par exemple, qui sont peut-être un peu plus âgés, là, qui ont 10-12 ans, que je vois les mercredis, bah, j'en ai une qui dit tout le temps je veux devenir chanteuse. Et en fait, je me dis, peut-être que quand ces gamins-là, ils auront 30 ans, et ils vont se dire j'avais ma prof, Fanny, je me souviendrai toujours d'elle, parce qu'elle m'a donné ça, et elle m'a donné envie de faire ça. Et rien que de penser à ça, en fait, je suis déjà émue, en fait, alors qu'on n'en est pas là. Mais c'est de laisser une trace, et aussi de... Parce qu'il n'y a pas qu'en vendant des CD ou en faisant des concerts qu'on laisse des traces. Des fois, c'est peut-être un peu plus personnel et ciblé dans chacune des maisons que j'ai croisées, par exemple. Mais c'est laisser une trace aussi, c'est laisser un souvenir. Et pour moi, ça, c'est la plus grande richesse en tant que musicien, en tout cas intervenant. Et en tant que musicien, artiste qui essaye de faire une carrière, je ne sais pas si c'est la liberté, peut-être, de faire ce qu'on a envie de faire, mais en même temps ça peut être difficile parce que souvent, et c'est connu, on peut rencontrer des gens qui nous limitent par rapport à notre art. Donc je sais pas trop comment répondre sur la partie musicien en tant que en carrière, parce que ouais, c'est une liberté qui est pas forcément totale. Ça dépend sur qui on tombe, en fait. Ou alors peut-être plutôt faut se donner la possibilité de garder cette liberté. Du coup, ce serait, oui, effectivement, le meilleur truc en tant que musicien. Ce serait de rester soi-même. Pour moi, ce serait ça. Et ça, est-ce que tu as l'impression que c'est difficile parfois quand ta carrière bouge, quand ça bouge rapidement, qu'on te propose plusieurs contrats d'un coup, c'est pas compliqué de pas se perdre? Si, c'est compliqué, mais c'est ce qui forge un petit peu aussi. Par exemple, en tant que plume, artiste, chanteuse, interprète, compositrice, tout ça, il y a des jours où je me dis, est-ce que c'est vraiment le bon chemin que je prends?
est-ce que j'aimerais pas plutôt être Mylène Farmer qui fait des trucs incroyables, ou Lady Gaga qui met des paillettes et qui s'habille avec des tranches de viande, enfin j'en sais rien. En fait, on a tellement de personnalités, et pas que moi, tout le monde, on a tous tellement de personnages en nous que se dire je vais être ce personnage, c'est trop compliqué. Donc oui, des fois il y a des crises un peu identitaires, je pense, et que c'est difficile de se cantonner à ça. Mais en même temps, je pense qu'on devrait se laisser faire par nos identités. Je sais pas si c'est bien dit, mais... Ça se comprend. Ouais, ça se comprend. Bon, si toi tu m'as compris, peut-être que les auditeurs aussi, je sais pas. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise au moment où tu as pris ta valise et que tu as dit je suis en cottage, je monte à Paris? Qu'on te prévienne de quelque chose que tu as dû apprendre sur le tas et que tu pourrais transmettre? En fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'on aurait dû me dire ne fais pas ça. Enfin, si, on me l'a dit parce que je rejoignais en partie Paris parce que j'étais amoureuse de quelqu'un. Et en plus de ça, j'avais envie d'aller faire de la musique parce que dans le sud, il se passait rien en termes musicaux. Et donc, du coup, on m'a donné ce conseil en mode tu vas vite revenir. D'ailleurs, c'était un ami à moi du sud d'Aix-en-Provence qui me disait tu vas voir, tu vas vite revenir. Et il était persuadé, d'ailleurs, il s'est excusé après, mais il m'a dit tu vas voir, tu vas vite revenir. C'est un peu de la poudre aux yeux. Tu peux pas partir comme ça juste pour ça. Et aussi, le métier de musicien, pour les plus droits dans leur basket, souvent, c'est un truc qu'on réussit pas. C'est une passion, c'est pas un métier. Alors que des fois, c'est très fatigant. Et donc, du coup, pour ces gens-là, bah ouais, on peut ne pas réussir. Et du coup, c'est éventuellement le conseil qu'on m'a donné. C'était, en tout cas, on m'a dit, tu vas vite revenir. Tu vas pas rester là-bas. Et cette personne s'est excusée après. Il m'a dit... Ok, t'avais raison, ça fonctionne. Okay. Ouais, finalement, le conseil, c'est peut-être juste de faire les choses quand tu les sens, quoi. Ouais, c'est ça. Et finalement, on m'a pas donné de conseils contre. En plus, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussée à faire ce que j'avais envie de faire. Parce qu'ils comprennent, parce qu'ils savent et qu'ils ont vécu de ça pendant 30 ans quand même, uniquement de ça. Donc ils savent que c'est possible. Donc moi aussi, je le savais... Sauf que je vois finalement que j'ai pas du tout le même parcours, vraiment pas, parce qu'eux ils faisaient que des prestations et moi pratiquement pas. En tout cas, je fais pas de la prestation pour faire danser les gens, de manière générale. Et du coup, j'ai cette chance-là, en fait, d'avoir été accompagnée par toute ma famille et tous mes amis, à part cette personne-là qui était un peu plus réfractaire, mais qui croyait quand même en ma musique, mais qui me disait tu vas vite revenir, parce que c'est illusoire, quoi. Oui, qui était très terre à terre, en fait. Voilà, qui était plutôt terre à terre, mais qui a accepté le fait que ah oui, je me suis trompée, donc ça va. Mais j'ai toujours eu cette chance-là d'avoir des gens derrière moi qui ont cru en ce que je fais et qui croient encore en ce que je fais, même sur les phases les plus difficiles. Et pourtant, quand j'ai quitté la fac, mes parents ils m'ont dit ok, mais par contre, sois sérieuse. Quand j'ai quitté l'école d'animation, ok, bon, mais fais quelque chose. T'arrives à Paris. Ok, bon, t'as trouvé un travail, bah, il va falloir que tu le gardes et puis que tu fasses attention, ici et ça. Ils m'ont mis en garde, mais ils m'ont jamais coupé l'herbe sous le pied. Puisqu'il y a beaucoup de parents qui disent non, tu feras tes études. Ça a été le cas d'une amie, une très bonne amie, ma meilleure amie d'ailleurs, où on lui dit non, tu dois faire ça et c'est tout, quoi. Et ça, c'est pas la vie. Bon, t'inquiète pas. Aujourd'hui, elle a fait son chemin, elle a coupé court à tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup de parents qui obligent les enfants, ou alors qui sont pas du tout d'accord avec leurs rêves, parce qu'ils ont peur, certainement. C'est peut-être pas forcément négatif. Mais j'ai eu la chance d'avoir mon entourage, et surtout mes parents qui avaient peur, mais qui m'ont dit « Vas-y ». Mais ça t'a permis de gagner du temps. Parce que le problème, quand tu réponds aux peurs des gens, c'est que tu finis toujours par le faire, mais t'as perdu des années, quoi. Ouais, c'est ça, exact. Donc après c'est sûr que c'est pas évident, et surtout c'est des milieux qui font peur quand tu les connais pas. C'est des milieux qui font peur, et même encore moi aussi j'en ai peur aujourd'hui, mais c'est une peur qui donne envie d'aller encore plus loin. C'est pas une peur je vais prendre la fuite. Des fois ça fait un peu ça, mais ça dure jamais très longtemps, c'est une seconde, hein. Mais on a envie d'avancer. Puis après en fait, tu te rappelles que t'as rien envie de faire d'autre que ça, quoi. Bah, je pourrais faire plein d'autres choses, hein, mais je ferai en sorte que ce soit toujours dans un domaine qui me plaît, quoi. Ouais. Toujours. Mais dans l'artistique, quoi. Mais du coup, c'est quand même rassurant de te dire aussi que tu t'ouvres plein d'autres portes au cas où, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Au début, je me cantonnais vachement en mode je dois faire de la musique en tant que plume, je dois vendre mes concerts, mais vendre ses concerts quand on est personne, parce que, enfin, en tout cas, je suis personne en termes dans la sphère musicale connue d'aujourd'hui. Donc, dire salut, je suis plume, je vous propose un set de temps,
tu es qui? Donc, non, pour l'instant, c'est pas ce qu'il fallait. Et au début, j'étais là, mais non, mais il faut que je fasse mes cachets, il faut que je devienne intermittente. Et d'ailleurs, Jim m'a donné un super conseil en mode, non, ne fais pas que ça. Ouvre-toi à tout ce que tu peux faire pour gagner ta vie. Et en fait, d'un seul coup, je me suis enlevé un poids en me disant, ok. Et finalement, j'ai fait même plus de prestations depuis que j'ai un peu lâché ça que quand j'étais que là-dedans, quoi. Oui, parce que finalement, comme tu t'assures ta sécurité financière ailleurs, tu as l'esprit plus libre pour faire tes prestats, quoi. Exactement, exactement. Et ça me permet aussi d'avoir aussi du temps pour moi, pour ma composition. Et ça, c'est pas négligeable. Parce que du coup, c'est moi qui fais un peu mon emploi du temps qui est complètement explosif parce que j'en ai à droite, à gauche. Mais ça me laisse quand même du temps pour moi, en fait, pour avancer aussi en tant que plume, mes compos et apprendre tous les jours encore plus. Top. Il y a une question que je pose toujours pour conclure, c'est si tu pouvais parler au toi enfant qui chante au départ, qui va dans le cabaret dont tu parlais au début, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Tellement de choses. Tellement de choses. Parce que j'ai eu une longue période dans mon adolescence, là, fin d'adolescence, début de vingtaine d'années, là, où j'ai eu très peur de la représentation, j'avais peur du jugement. En fait, je me sentais toujours jugée, j'avais l'impression que j'allais pas donner l'image que je voulais donner, enfin, très en stress sur cette image-là. Quand j'étais à l'école, d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé dessus, et cette petite fille qui se cachait dans le placard ou derrière le rideau pour faire une prestation monumentale dans le salon aux invités qui en avaient marre, parce que je faisais ça pendant 2 heures, hein. C'était relou. Je lui dirais, n'arrête pas. N'arrête pas d'essayer de faire des petits spectacles comme ça, de pas avoir peur du ridicule. Parce qu'à un moment, j'ai eu peur de ça. Et grâce à l'école, j'ai retrouvé un peu cette âme que j'avais quand j'étais petite, de plus avoir peur de quoi j'ai l'air et d'être juste moi. Et puis, on verra à qui ça plaira ou pas. Et en général, quand on est soi-même, ça plaît. Donc... Et ça nous plaît, surtout à nous. C'est clair. Et à cette petite fille, je lui dirais, ne t'arrête jamais. Parce qu'il y a un moment où j'ai fait l'erreur de m'arrêter. Mais c'était peut-être nécessaire de passer par là. Mais je lui dirais, ne t'arrête jamais. Et finalement, ne crois pas que tu vas devenir ce que tu penses devenir. Parce que finalement... moi, je pensais que j'allais être photographe, par exemple. Je pensais que j'allais être ingénieur du son à un moment donné. En fait, je devais même être prof d'anglais à un moment donné, parce que j'ai commencé des études là-dedans. Et en fait, on n'est jamais ce qu'on veut. Donc, ce qu'on pense qu'on devrait être. Et donc, je lui dirais, avance et tu verras, en fait. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, du coup. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui amène les opportunités aussi. C'est clair. Merci beaucoup, voilà. C'était trop chouette. Merci à toi de m'avoir écouté. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!